En ce monde parallèle, il n'y a pas de région du globe qui ne puisse être reliée à un Internet haut débit. Lancé en 2019, le réseau Spacefield Access s'appuie sur des constellations de satellites routeurs qui parcourent le globe sans zone morte. Ce projet, porté par Elon Musk, a reçu des financements mondiaux, et notamment à travers un accord historique entre les GAFAM. Il faut dire qu'en ce contexte d'une Chine hégémonique qui se refuse à eux, les GAFAM ont vu dans un Internet par satellite la façon idéale de contourner le verrouillage du tout-puissant Tencent en ce territoire. Tencent, ce géant du web chinois, au service d'un gouvernement favorable à une censure franche et à la surveillance de masse, avait jusqu'à présent privé du marché chinois ces géants du web occidental. Comme souvent sous couvert d'universalisme et de services rendus, les GAFAM finirent de faire de cette technologie d'accès à Internet une réalité du quotidien. Si depuis l'invention du téléphone satellitaire à la fin des années 80, il n'y a plus de région dans le monde d'où l'on ne puisse téléphoner, désormais, en l'an 2026 de la Terre 199999, il n'y a pas de région dans le monde d'où l'on ne puisse surfer. Dans ce monde où nos hardwares ne connaissent pas de moment de déconnexion, l'offre de cloud gaming Stadia, lancée dès l'été 2019 par Google, a su dominer le marché du jeu vidéo. Grâce à un abonnement payant, vous accédez au catalogue de jeux de la marque sur n'importe quel écran. Les jeux tournent sur des serveurs distants dont vous ne recevez que l'image, n'importe quel écran, et donc un périphérique de jeu en puissance dès lors qu'une manette puisse-t-elle y être connectée. La rémunération des éditeurs se fait en fonction d'une formule mathématique dont le principal composant est un rapport entre le nombre de minutes cumulées par les joueurs et la somme totale rapportée par les abonnements, moins les frais de fonctionnement bien sûr. Une formule proche de celle utilisée par Spotify pour rémunérer les artistes. Ce score s'appelle les minutes joueurs cumulées, soit CPM en anglais pour Cumulative Player Minutes. Les éditeurs des jeux présents sur la plateforme, ayant un intérêt direct à voir le nombre d'abonnés Stadia grandir, participent à la visibilité publicitaire de ce service et se montrent tout à fait généreux en bons de réduction et autres promotions ponctuelles à base de mois gratuits offerts sur Stadia. Stadia ayant séduit un très grand nombre de personnes à travers le globe, le choix de rémunération adopté par la plateforme a profondément impacté la façon dont les jeux sont pensés. Le service de Google a apporté du positif aux jeux vidéo dans un premier temps. La quasi-totalité des jeux sont dorénavant pensés pour être jouables autant sur le grand écran du salon que sur mobile dans les transports. Une flexibilité de l'interface et du contrôleur, augmentant ainsi l'accessibilité aux jeux vidéo. Dans cette optique, les départements UX, UI et ergonomie ont pris de l'importance dans de très nombreux studios. Mais ce modèle de rémunération des éditeurs a aussi développé chez ces derniers des pratiques plus critiquables. Encore plus que pour les jeux services apparus au milieu des années 2010, la rétention des joueurs est devenue un élément primordial pour cumuler du CPM. C'est donc légitimement que les gros éditeurs ont orienté toutes leurs licences vers du green and loot en coop à la The Division 2. Temps passé et microtransactions sont les deux piliers de la rentabilité. Les plus petits éditeurs et les indés, quant à eux, peuvent miser sur plusieurs stratégies. Certains tentent de faire un maximum de bruit sur une expérience courte, juste le temps d'un buzz. D'autres tentent de fédérer une communauté petite mais fidèle autour d'un jeu de niche afin de cumuler un nombre important de minutes en jeu. Quoi qu'il en soit, les jeux les plus partagés seront les jeux les plus joués, donc les plus rentables. Et dans ce business, plus que jamais, les streamers et vidéastes ont un rôle commercial à jouer. D'autant qu'une simple URL partagée permet au public de lancer immédiatement le jeu présenté sur une page web. Stadia avait pourtant vers ses débuts proposé une alternative pour faire venir également les grosses productions solo ne misant pas sur la rétention. Certains jeux de sa bibliothèque étaient à une époque proposés à l'achat unique.
pour ceux qui ne souhaitent pas miser sur le modèle des CPM. C'était le cas de nombreuses productions coûteuses ou de jeux narratifs sans réelle rejouabilité qui préféraient rester sur le modèle du jeu à l'achat, de peur de ne pas pouvoir rentabiliser plusieurs années de développement. Sachez qu'il était quand même à l'époque nécessaire de souscrire à l'abonnement pour accéder au catalogue de jeux payants. Mais l'abonnement vous offrait dans tous les cas le droit d'accéder librement aux 40 premières minutes du jeu payant à l'achat. Un peu comme Google Livres, qui oblige ceux qui mettent leur ouvrage en vente sur ce store à rendre visible aux yeux de tous le début du livre. Mais cette fonctionnalité sur Stadia fut abandonnée pour deux raisons. Premièrement, la plateforme constatait une dérive qualitative, certains développeurs misant tout sur une intro trompeuse ne reflétant pas la qualité du titre long cours. Et puis, les clients ont boudé cette fonctionnalité de jeu à l'achat, car les utilisateurs du service ont déjà bien trop à faire avec la bibliothèque disponible pour vouloir redépenser pour un jeu spécifique. Forcément, face aux piteuses performances des jeux à l'achat sur Stadia, les studios se sont vite gardés de proposer leurs titres par ce biais, et Stadia renonça à cette feature devenue inutile. Et c'est cette incapacité à faire venir ces gros titres voulant se vendre à l'achat qui permet aux stores PC et consoles de continuer à avoir une place dans cette industrie, malgré un Stadia surpuissant. Stadia devient caricatural comme YouTube, c'est-à-dire que tous les jeux surfent sur la rétention et l'effet apostrophant immédiat et l'effet cool pour le partage entre amis. Tous les jeux plus longs à appréhender, plus chiants diront certains, qui misent sur l'exposition que promet la plateforme, se retrouvent à devoir développer des jeux pour la passion ou à chercher des sources de financement alternatifs. Sortir un jeu sur Stadia, c'est un peu comme jouer au loto pour les petits développeurs, qui rêvent de voir leur jeu être le centre de l'attention, ne serait-ce que 3 jours pour partir avec le pactole. Dans cette course, aux minutes joueurs CPM, beaucoup de productions délibérément choquantes ou complotistes vont voir le jour, car comme disent les cyniques, bad buzz is still buzz. Et l'algorithme Stadia conserve sans trembler les mêmes travers que l'algorithme YouTube. Si Sony, Microsoft et Nintendo n'ont pas été balayés, c'est grâce à leur propre production, ainsi qu'au modèle de jeu acheté à l'unité qu'ils ont conservé. Ce modèle continue de séduire un certain nombre d'éditeurs tiers dont les productions ne répondent pas au modèle du CPM. Ce modèle séduit aussi encore bien des joueurs. Et pourtant, un événement est en train de bouleverser le monde des consoles. Suite à l'exploitation d'une faille de la PS5 qui ouvre l'OS de la console grâce à une simple clé USB, les utilisateurs ont pu télécharger sur leur console les stores concurrents parfaitement compatibles grâce à l'architecture PC généralisée sur les consoles. Pire, les drivers pirates, si optimisés, font de cette PS5 un PC gamer d'un rapport qualité-prix imbattable. Le PSN n'a plus la primauté dans la vente de jeux sur PlayStation 5. De nombreux joueurs vont même jusqu'à utiliser Stadia sur leur propre PS5 également. Sony poursuit alors en justice la team à l'origine de cette compatibilité. Mais, dans un contexte écologique où la réduction du nombre d'appareils électroniques se pose, et poussé par un lobbying opportuniste de Google, le procès va prendre une tournure médiatique spectaculaire. Sony sort perdant de ce procès. Le juge justifiera son verdict dans la presse. Plus les hardwares sont ouverts et moins la démultiplication des devices par l'utilisateur est nécessaire. Il parle également de proposer un moratoire international pour que ce jugement s'applique à tous les constructeurs de hardware. Sony, obligé de laisser sa console ouverte aux stores concurrents, pose un premier genou à terre et déclenche un séisme aux conséquences incommensurables. Mais ça, c'est une autre histoire.